Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons décrypter ensemble cette directive DAC 8, cette directive qui s'impose donc au PSAN en France, mais au CASP au niveau européen, et qui leur impose notamment de transmettre à l'administration fiscale les échanges qu'il y a pu avoir en crypto-monnaie des souscripteurs de ces services donc en actifs numériques. Pour en parler et pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Pavao. Bonjour Cédric Pavao. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat fiscaliste spécialisé innovation, dont Web3, et notamment fondateur du cabinet Parelli. Alors, sur ce plateau, on a beaucoup décrypté la réforme MiCA qui s'adresse à tous les acteurs en matière de cryptoactifs au niveau européen. Dans cette réforme, il y a également un volet fiscal, donc cette fameuse DAC 8 qui pose question ou inquiète, un peu comme toujours quand on revient sur des règles fiscales ou quand on impose de nouvelles règles fiscales, donc qui en tout cas pose question au niveau des PSAN et inquiète peut-être aussi certains épargnants qui auraient un certain nombre d'avoirs en crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que va imposer cette directive DAC 8 aux PSAN, mais aussi du coup aux épargnants? Oui, alors DAC 8, c'est la 8e révision de la directive européenne relative à la coopération administrative en matière fiscale. Donc son objectif, c'est d'adapter ce cadre aux activités émergentes, notamment les actifs numériques, mais également la monnaie électronique. Bien sûr. Et donc en fait, elle contient 2 volets. Le premier volet, c'est une obligation de déclaration qui va s'appliquer à tous les prestataires de services sur actifs numériques, s'agissant de transactions qui concernent des ressortissants de l'Union européenne. D'accord. Et il faut préciser que ça va concerner donc ce qui relève habituellement du règlement MiCA, mais pour les acteurs qui ne sont pas réglementés, ils vont également avoir une obligation de transmettre également toutes les informations dès lors qu'ils vont avoir comme utilisateurs des ressortissants de l'Union européenne. Donc, quels que soient les acteurs finalement qui proposent des services sur actifs numériques, qu'ils soient basés en Europe ou hors Union européenne, ils devront transmettre les informations à l'administration fiscale. Exactement. Quand on est situé en Europe, on va devoir communiquer ça à l'administration, à l'État membre dans lequel on est établi. Pour les prestataires qui ne sont pas situés en Europe, ils vont devoir désigner un État membre auprès duquel ils vont reporter ces informations. D'accord. Donc la déclaration, elle prend la forme d'une obligation au 31 janvier d'une année pour toutes les transactions de l'année passée. Ça va concerner tous les échanges d'actifs numériques, toutes les conversions, ce qu'on appelle conversion, c'est les ventes contre des euros. Bien sûr. Et également les transferts d'actifs numériques, c'est-à-dire les dépôts et les retraits qu'il peut y avoir sur la plateforme. Ça, c'est le premier volet. D'accord. Le deuxième volet, qui n'est pas des moindres, c'est qu'une fois que l'administration fiscale du pays concerné reçoit ces éléments, il va y avoir un échange automatique d'informations entre les administrations, c'est-à-dire que la France, à terme, devrait avoir accès à toutes les informations relatives à des contribuables français. Donc, en gros, l'administration fiscale au niveau européen veut savoir concrètement ce qu'il y a sur des comptes en crypto-monnaie au sein de l'Union européenne. Elle veut recenser quelque part un peu ce qui se passe dans cet univers parallèle où il est peut-être plus difficile d'avoir des informations aujourd'hui. Exactement. Alors, ces obligations, elles portent évidemment sur des acteurs centralisés. D'accord. Essentiellement, ceux qui sont visés, ce sont les plateformes centralisées. L'objectif, évidemment, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Bien entendu, une bonne partie de l'activité opaque, elle se fait hors acteurs centralisés. Mais c'est vrai qu'on voit en quoi cette initiative est efficace, puisqu'en ciblant les acteurs centralisés, en fait, on cible les principaux points de contact, les interfaces entre le secteur bancaire et la blockchain. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remonter toutes ces informations au moment de leur interface avec le secteur bancaire. Qu'est-ce que ça change justement pour ces fameux PSAN, ces prestataires de services en actifs numériques? Ça veut dire qu'ils vont devoir intégrer finalement cette activité de reporting qui était jusqu'alors faite selon le bon vouloir des PSAN en question? Voilà, alors initialement, ils avaient quand même l'obligation, en cas de demande de l'administration fiscale de leur pays, de communiquer ces éléments. Maintenant, c'est la systématisation qui est en jeu. Et effectivement, pour ces acteurs-là, ça met à leur charge une charge administrative supplémentaire considérable qui peut être un véritable frein pour l'accès au marché. C'est-à-dire qu'on calque des obligations qui relèvent de la finance traditionnelle, on les calque sur ce secteur qui est encore très jeune et qui n'est pas aussi structuré. C'est vrai que les gros acteurs n'auront pas de mal à s'y conformer. Il faudra quand même mettre en place un système de remontée d'informations et de déclarations qui peut être assez lourd. D'ailleurs, ça risque d'être un défi également pour les administrations fiscales qui vont devoir recevoir et transférer et traiter des millions de transactions, des données sur des millions de transactions. Mais pour des acteurs
effectivement, cette directive, elle va apporter une certaine confiance dans le marché des actifs numériques, mais pour les acteurs qui vont devoir le mettre en place, ça risque d'être assez lourd. Donc là-dessus, on va être assez vigilant à la transposition de la directive, puisque peut-être pour faire un petit point sur le calendrier, en fait, la directive d'ACUIT a été approuvée, la résolution en tout cas a été approuvée par le Parlement européen avec une très large majorité. La prochaine étape, c'est, s'agissant d'une procédure consultative, c'est l'approbation par le Conseil de l'Europe pour une entrée en vigueur 20 jours après la publication au journal officiel. Mais c'est surtout l'entrée en application qui va nous importer. Et elle est prévue pour les informations à compter du 1er janvier 2026, donc avec des déclarations qui vont arriver en 2027. Et les États devront donc transposer dans ce délai la directive. Donc les États devront transposer la directive et les PSAN ou CASP, alors PSAN c'est au niveau français, CASP c'est au niveau européen, devront se préparer finalement à faire ce travail de reporting vis-à-vis de l'administration fiscale. Exactement. Et alors pour les épargnants, qu'est-ce que ça change? Parce qu'en France notamment, quand on détient des crypto-actifs en crypto-actifs, justement, on a une exonération fiscale. Est-ce que ça va changer quelque chose pour ces épargnants? Alors en France, le régime fiscal ne va pas changer. Ce qui est important de noter, c'est que pour les contribuables français, il y a deux types d'obligations. La première, c'est la déclaration des plus-values en cas de cession d'actifs numériques. Donc là, effectivement, la spécificité française, c'est qu'il n'y a pas d'imposition lors d'échanges crypto-crypto. L'imposition intervient lorsqu'on va céder contre des euros ou qu'on va acheter des biens ou des services avec des cryptos. Pour autant, il faut déclarer ses plus-values. Maintenant, l'administration va avoir directement les informations qui vont arriver dans ces systèmes. Elle pourra donc pré-remplir ou en tout cas avoir les informations sur des données telles que les cessions. Donc les contribuables auront évidemment tout intérêt à déclarer ces transactions. La deuxième catégorie d'obligations, c'est la déclaration des plateformes d'actifs numériques étrangères. Bien sûr. Un contribuable français doit déclarer les comptes d'actifs numériques qu'il détient sur des plateformes. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut donc anticiper qu'à compter de 2026, l'administration aura ces informations. Et donc, ils sont invités à régulariser la situation en prévision de cette entrée en vigueur. Et quand on ira déclarer ses revenus, donc à partir de 2027, sur la base des revenus de 2026, on aura comme aujourd'hui les plus-values pour cession d'actions ou autres. Ça apparaîtra peut-être directement sur notre déclaration de revenus, ou en tout cas sera pré-rempli. Peut-être, ça va dépendre aussi des conditions de transposition et aussi des moyens que l'administration va mettre en œuvre pour justement traiter toutes ces données. Il faut savoir que le régime fiscal des actifs numériques, il est très particulier en France. Et donc, à partir de seulement les cessions, on ne peut pas vraiment recalculer la plus-value. Donc les contribuables vont devoir quand même procéder à ce calcul qui peut s'avérer parfois un peu complexe. Mais ce qui va importer, c'est qu'effectivement, l'administration aura les informations sur les cessions. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est surtout ça qui va l'intéresser. Ce sera au contribuable de prouver que sa plus-value était inférieure parce que, par exemple, il a acheté ses actifs numériques pour une valeur moindre. Mais ça, ce sera à lui de prouver ça. Merci beaucoup Cédric Pavao d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, donc nous détailler un petit peu l'impact de cette directive d'ACUIT pour les PSAN, mais aussi pour les épargnants. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste spécialisé innovation, dont Web3, mais aussi fondateur du cabinet Parelli. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.